Bonsoir, ça marche bien. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir pour la projection donc, de l'association PAMACé. Donc je me présente, je suis Romain, je suis étudiant en césure ici à AgroParisTech. Et donc je serai le speaker de la présentation de ce soir. Mais je vais déjà laisser la parole à la présidente de l'association, donc Lola, à ma droite, qui va un peu vous présenter l'association, sa création et ce qui gravite autour. Bonsoir à tous et toutes. Du coup, très contente de vous partager les films PAMACé que donc on a co-réalisé. Moi, je suis seule ici présente. Déjà, il y a l'équipe technique que je vais vous présenter ensuite, mais Anne Ratsimba qui a lancé le projet PAMACé et qui a co-réalisé le film n'a pas pu venir. Je suis très contente du coup de faire cette sélection AgroParisTech. Ça coupe. On est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, deux ingénieurs agronomes. On était étudiantes quand on a lancé PAMACé en année de césure. Et voilà, moi, personnellement, ce qui m'a poussée à m'intéresser aux plantes médicinales, c'est quand je suis rentrée en école d'ingénieur à AgroParisTech, il y avait un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle le projet Mila, qui s'est intéressé à l'Artemisia annua. L'Artemisia annua en français, c'est l'armoise annuelle, et en fait, qui faisait la promotion qui avait pour but de promouvoir la culture de cette plante, parce qu'elle a des propriétés contre le paludisme, et d'aller, donc on a l'objectif d'aller au Sénégal et de faire connaître cette plante aux populations locales. Et en fait, c'est en m'intéressant à l'Artemisia annua et en réalisant qu'en fait, je peux enlever le masque si ça dérange personne. Eh bien, c'est vrai que je pense qu'on m'entend mieux. Mais voilà, donc j'étais en faisant des recherches sur l'Artemisia annua, en fait, moi qui n'ai pas grandi avec cette éducation du soin par les plantes, j'avais pas l'habitude de traitement naturel. J'ai réalisé tout simplement que les plantes avaient une réelle efficacité, mais il a fallu, avec ma formation d'ingénieur scientifique, que je lise des études pour me convaincre, parce que j'étais formatée comme ça. Et puis après, les témoignages de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont évidemment apporté un autre regard. Et c'est avec, du coup, c'est 2 ans plus tard, en réfléchissant à mon année de césure, j'avais envie de questionner pourquoi en fait ces plantes ne sont pas plus connues, pourquoi il y a si peu de recherche, ou c'est si difficile de financer de la recherche sur l'efficacité des plantes. Et puis j'ai découvert aussi tous les enjeux autour de l'herboristerie, dont notre invité ici présent, Michel Pierre, saura vous parler bien mieux que moi. Et donc, c'est ces enjeux aussi politiques autour des savoirs, en fait, et de quels savoirs sont financés, sont valorisés, sont reconnus, et quels savoirs, au contraire, sont complètement délaissés, dévalorisés, et peu enseignés aussi au sein même de notre école d'AgroParisTech. Donc, c'est en discutant avec Anne, qui avait, elle aussi, envie de s'intéresser aux plantes médicinales, parce que c'est une passion chez elle, et un stage de première année lui a donné envie de s'y consacrer professionnellement, qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un projet à faire autour de... Elle voulait voyager en France, rencontrer des personnes qui utilisaient ces plantes en France, et moi je voulais retourner en Afrique de l'Ouest, aller à la rencontre des populations qui avaient encore ce lien, le lien au végétal, et des tradipraticiens qui utilisaient les plantes pour soigner leurs proches. Et on a voulu faire cette série documentaire donc, qui donne la parole aux personnes qui soignent avec les plantes, avec cette approche croisée des deux cultures qui sont donc... ça devait être le Sénégal, mais le voyage, les conditions, le Covid et le fait que je voyage en bateau m'ont fait m'arrêter par le Cap-Vert, puisque je voulais pas prendre l'avion. Donc voilà, ce qui devait être une escale fait que j'ai fait évoluer le projet PAMACé et qui se déroule finalement au Cap-Vert. Et puis ça reste un pays d'Afrique de l'Ouest encore dans l'île où j'étais très, très relié à la terre et à tous ses savoirs. Et puis avec la France, puisqu'on a aussi tous ces savoirs en France qu'on a plus ou moins perdu selon comment on vit. Et on trouvait intéressant de mettre en perspective ces deux régions, ces deux territoires. Voilà, ça c'était un peu pour remettre en contexte, parce que je pense que c'est important de savoir qui on est et d'où ça vient. Et puis depuis, le projet a beaucoup évolué et puis bien grandi. Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter le déroulé de la soirée.
Donc, on va commencer par vous projeter le premier épisode de la série documentaire produite par Lola et Anne, donc, qui s'appelle Aux racines de la santé. Donc, c'est un premier épisode qui s'intéresse et qui va vous pousser un peu à reconsidérer l'utilisation de remèdes qui sont de nos jours sous-estimés, donc les remèdes en lien avec les plantes médicinales. Il va aussi traiter de la confiscation des savoirs dans le monde occidental, je dirais, surtout en France actuellement. Donc à la suite de cet épisode, on aura un instant discussion avec vous tous et avec Michel Pierre qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc vous pourrez poser vos questions, éventuellement nous donner vos retours sur les épisodes, sur le premier épisode, voilà. On avait une présentation de campagne qui va certainement être avortée, donc voilà, la présentation de la campagne Selva, ce ne sera pas pour ce soir malheureusement. On vous projettera donc juste après l'instant de discussion le second épisode de la série, donc qui s'intitule Des plantes et des bêtes. Là, ce sera plutôt un épisode tourné autour de la puissance thérapeutique des plantes médicinales, mais dans d'autres domaines que la santé humaine. Ici particulièrement l'agriculture et pour la santé animale. Donc voilà. On aura un nouvel instant de discussion avec les acteurs et on finira par la présentation donc de la nouvelle expédition de Pamacé à la toute fin de la soirée. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Lola. Ah oui, la présentation de l'équipe d'ethnie, si je te laisse le faire. Oui, mais du coup, je tenais à vous présenter les personnes qui sont derrière l'ordinateur et qui ont énormément contribué à réaliser ces films, donc qui sont Camille, Manon, que j'invite à me rejoindre, parce que et Salomé, qui je n'ai pas encore vu ce soir. Ah, bah du coup, tu peux descendre aussi. Voilà, parce que évidemment, du coup, je pense que vous pouvez vous décaler vers là pour qu'on vous voit, ou vous faites venir ici. Du coup, donc Camille, c'est une super amie du lycée qui était là, qui m'a en fait vachement poussé à me lancer dans le documentaire parce que j'avais pas du tout cette ambition-là à la base et qui m'a tout appris sur le montage vidéo parce qu'en fait ça a été co-monté à trois mains, quatre mains, enfin 4 monteuses différentes qui ont participé à ça, plus une mixeuse, plus 2 mixeurs, selon les épisodes, selon la série. Mais voilà, les 3 personnes ici présentes, je les remercie énormément pour avoir voilà. Donc, Camille, Manon et Salomé, elles ont travaillé sur des épisodes différents. C'est le premier qu'on va voir juste à présent. Plein de choses, ce serait trop de citer tout ce que tu as pu faire. Et pour le son, merci beaucoup à Salomé pour les 2 derniers épisodes que tu as mixés, que vous allez entendre en partie ce soir. Voilà. Qui sont en plus des personnes super, en plus d'être de très bonnes techniciennes. Donc Michel, vous êtes directeur de l'herboristerie de Paris. Attendez, je vais allumer votre micro. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages sur les plantes médicinales. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai surtout l'avantage, excusez-moi, j'ai surtout l'avantage d'être préparateur en pharmacie de formation. Et ça fait 50 ans que j'exploite une herboristerie dans Paris, ce qui est important parce que je suis le dernier maillon de la chaîne de l'herboristerie. C'est donc dans ces boutiques d'herboristerie que viennent les clients. Je ne les appelle pas les patients, je les appelle les clients. Ce sont des personnes qui sont à la recherche d'une solution pour se soigner ou pardon. Merci. Pour se soigner ou pour se sentir en forme, tout simplement. Donc, ce client qui rentre dans une boutique doit avoir confiance dans la personne qu'il va rencontrer. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'en France, il y ait de plus en plus de formations
non pas d'herboriste diplômé d'avant 41, puisque je vous rappelle que le diplôme a été supprimé en 1941, dans cette période un petit peu trouble. Il faut avouer aussi que dans les années 50-60, ce sont les médicaments qui ont repris le dessus et qui ont sauvé aussi beaucoup de vies. C'est l'époque de la découverte des antibiotiques, de la pénicilline. On ne doit pas rejeter toutes ces connaissances qui sont quand même importantes. Mais l'herboristerie et les soins par les plantes peuvent côtoyer toutes ces médications. Tenez compte aussi que l'herboriste, c'est l'ancêtre du pharmacien. Donc, il a une connaissance qu'il a acquis au cours des ans et au cours de travail personnel. L'avantage dans une herboristerie, c'est que le client vient vous raconter les bienfaits des plantes, les bienfaits de ce qui s'est passé quand vous lui avez conseillé une tisane. Moi, je suis un inconditionnel de la plante. Pour moi, la tisane est la meilleure solution pour se soigner. C'est quelquefois pas fort agréable à consommer, mais il suffit de l'aromatiser d'une façon ou d'une autre. Et puis même si vous prenez qu'une cuillère à soupe de tisane au lieu d'en boire une tasse, eh ben, elle sera toujours bénéfique, même si la dose n'est pas importante. Alors il faut, dans tous les cas, prendre les plantes, utiliser les plantes qui vous conviennent le mieux. Et pour ça, si vous avez la chance d'avoir un herboriste ou quelqu'un de compétent en face de vous, n'hésitez pas à lui demander des conseils ou des informations. Il existe énormément de documents, de livres sur les plantes. Le premier que j'ai écrit a été il y a une 50aine d'années, hein, où un éditeur est rentré dans ma boutique et m'a demandé d'écrire un livre sur les plantes. C'était un honneur pour moi. Je venais juste d'arriver à l'herboristerie d'une part et à Paris d'autre part, puisque je suis un homme de la campagne. Et quand j'ai voulu je dois vous informer aussi que j'ai acheté cette herboristerie à une personne diplômée d'avant 41 et qui m'a appris tous les jours l'usage des plantes, ce qu'il en était, leurs actions, leur mode d'emploi. En fait, ça a été mon professeur pendant 2 ans tous les jours. Mais quand j'ai voulu écrire ce livre, je me suis aperçu que je n'avais aucune documentation. On n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc, il a fallu que je cherche dans ce qu'on appelle les grimoires, c'est-à-dire les écritures anciennes, ce que je pouvais glaner comme information sur l'usage des plantes médicinales. Donc, ça m'a obligé à faire beaucoup de recherches, puisque les livres que je trouvais étaient des livres qui avaient été écrits juste au début du siècle dernier. Je n'ai pas trouvé d'ouvrage ensuite. C'était l'époque aussi, dans les années 70, où l'être humain était en train de se reprendre en main. Il était en train de comprendre que quelque chose n'allait pas dans cette société qui allait à grande vitesse et où on vous proposait un médicament pour soigner un petit rhume, un médicament puissant avec des effets secondaires. Donc c'est là que le public qui m'entourait, le client, si je puis dire, a compris qu'il fallait qu'il se reprenne en main et qu'il trouve une solution pour rester en bonne santé. Alors, l'herboristerie, ce sont toutes ces plantes et toutes ces connaissances que nous avons depuis des millénaires. Et ce qui est quand même intéressant et à ne pas négliger, c'est que la science, de plus en plus, nous a permis de confirmer ces connaissances que nous avions. Donc, on a découvert des molécules nouvelles dans certaines plantes et on va en découvrir parce que nous ne sommes qu'au début des découvertes. Dans quelques années ou dizaines d'années, on va trouver de nouvelles molécules qui vont réussir à soigner des maladies graves. Donc, c'est pour ça que le végétal est extrêmement important. Enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez ce qu'il en est, mais il faut tenir compte qu'autour de nous, vous avez toujours une solution pour être en forme, pour être en bonne santé. Mais je reviens toujours à ce principe de la connaissance de la plante, parce qu'il y a la plante qui soigne, il y a la plante qui nourrit, et il y a la plante qui tue. Donc, il faut les employer à bon escient et surtout les
les reconnaître avec une bonne connaissance du végétal. Voilà, donc mon histoire depuis 50 ans, c'est la tisane, parce que tous les jours, je vois l'action de la tisane. On peut en faire une agréable si on fait une petite verveine, on peut en faire une extrêmement affreuse si on fait une tisane de fumeterre ou de feuilles d'artichaut. Mais par contre, vous avez toujours un résultat qui est présent. Merci Michel. Est-ce que vous auriez du coup des questions peut-être à poser aux personnes présentes? Je vais faire passer le micro dans la salle. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, est-ce que vous diriez qu'il y a un effet placebo ou pas du tout? Ah, loin de là. Loin de là, buvez une tisane si vous avez un problème digestif, buvez une tisane si vous avez un problème hépatique, vous verrez qu'il ne s'agit pas du tout d'un placebo. D'une part. D'autre part, tenez compte que si vous acceptez de boire une tisane, ce qui est quand même une prise en charge de soi-même, vous allez acheter une tisane, c'est quelquefois casse-pied parce que vous n'en trouvez pas partout. Vous allez préparer votre tisane, c'est du travail. Vous allez accepter de prendre votre santé en main. Et ça, c'est le b.a.-ba du bien-être de chacun. Merci. Si je me permets humblement de compléter sans avoir la prétention d'avoir... moi, enfin voilà, en ayant beaucoup été renseigné sur les plantes médicinales et de la formation scientifique, ce qui m'a aussi... à chaque fois, la question du placebo revient systématiquement quand je projette ce film. Et bon, déjà, le placebo existe aussi pour les médicaments pharmaceutiques, on va dire conventionnels, mais au-delà de ça, il y a des savoirs empiriques qui ont leur propre valeur et qui peuvent être en soi suffisants, mais pour ceux et celles qui ont besoin de preuves, on va dire, académiques, énormément d'études scientifiques quand même, il faut le rappeler, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant que les pouvoirs des plantes sont aussi démontrés de façon très académique, que ça soit cellulaire, que ça soit des études cliniques, donc c'est-à-dire les études sur les humains sont beaucoup plus difficiles à financer, mais il y en a quand même qui sont réalisées. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de doute que ces effets ne soient pas uniquement psychologiques. C'est quand même important, je trouve, de le rappeler. C'est surtout un argument qui est utilisé par le monde scientifique. Est-ce que vous connaissez Émile Coué, qui était pharmacien? Et Émile Coué, c'est un pharmacien du début du XXe siècle. Il s'est aperçu que ce soit un médicament chimique ou une tisane, il y avait un rapport avec le client, comme vous le dites si bien, M. Michel Pierre. Le pharmacien d'aujourd'hui, il a le tiroir-caisse, c'est tout. C'est très rare qu'il vous induise une conversation. Certains quand même, certains. Certains, mais c'est plutôt rare. Alors, Coué s'était aperçu que justement, dans la façon de présenter un soin, quel qu'il soit, eh bien, c'est surtout ce qui faisait son efficacité. Et il était pharmacien, il était donc c'était un rationaliste, mais il a eu un succès extraordinaire. Il a écrit des livres qui se sont vendus à centaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier. Et ça, on n'en parle pas, on n'en parle plus, on en a parlé à l'époque. Il y a aussi une constatation que nous faisons actuellement. Il existe des produits qui sont des élixirs floraux qui s'appellent les fleurs de Bach. Ce sont des dilutions extrêmes de plantes. Et on a fait des essais, enfin on a constaté qu'en donnant ces produits extrêmement dilués, efficaces ou pas efficaces, est-ce que ce sont des produits qui agissent, surtout ce qui est psycho-émotionnel. Donc on ne peut pas dire qu'il y a forcément une action physiologique avec ces produits-là. Mais il n'empêche que ces produits ont été donnés à des animaux et qui ont été guéris en absorbant... je ne veux pas dire quelques gouttes d'eau parce que mais il n'empêche que les animaux, quand vous prenez soin d'un animal, domestique ou pas,
vous vous apercevez qu'il se sent déjà beaucoup mieux. Donc il y a une automédication qui se fait en lui-même. Après, comment l'expliquer, je ne sais pas. Le sujet des soins pour les animaux va être abordé aussi dans le deuxième film. Je me permets de lire une question dans le chat de Laurent, qui donc est destinée à vous, Michel Pierre. Comment informez-vous vos clients sur les propriétés médicinales des plantes alors que c'est réglementairement interdit? Je pense qu'il fait référence à la situation de l'herboristerie que vous n'avez. Alors, quand un client rentre dans ma boutique, il vient me demander... Peut-être avant que vous pouvez rappeler ce cadre réglementaire qui existe en France, qui est un peu particulier, ou je ne sais pas si je le... Oui. Oui. Je voulais juste dire ce mot, après je vous expliquerai. Je voulais dire que le client qui rentre dans ma boutique, qui va me demander, par exemple, une tisane de vigne rouge pour soigner sa migraine. Bon, la vigne rouge est une plante qui stimule la circulation du sang, qui ne soigne pas la migraine. Je suis donc obligé de le rediriger vers la plante qui lui conviendra le mieux. Donc c'est vrai que je suis en faute, bien que je n'ai pas le droit de le dire, je le dis quand même, parce que c'est une non-assistance à personne en danger, si je puis dire, en poussant à l'extrême. Je ne dois pas tromper le client. Ça, c'est une chose. Ensuite, le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941. Ce qui, moi j'ai eu la chance d'exploiter une vraie herboristerie pendant 25 ans, c'est-à-dire la personne diplômée herboriste qui m'a assisté juridiquement pendant 25 ans, m'a permis d'exercer cette belle profession, parce que c'est une belle profession. Et au bout de 25 ans, ben, comme elle était d'un âge certain, elle a disparu et j'ai décidé de continuer à exercer cette profession parce que je trouve qu'il n'y a aucune raison que si vous avez accès à un métier pendant plusieurs dizaines d'années, c'est pas normal qu'on vous dise que du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit d'exercer cette profession. Donc j'ai continué, j'ai pris des risques. J'ai essayé de prendre le moins de risques possible en engageant des pharmaciens diplômés. Et je me suis retrouvé malgré tout accusé pour exercice illégal de la pharmacie parce que je vendais des plantes faisant partie du monopole de la pharmacie. Donc j'ai eu un procès où en première instance j'ai été relaxé, en deuxième instance où j'ai été condamné à une amende symbolique avec sursis. Et j'ai vu en face de moi un tribunal plus gêné de me condamner qu'autre chose. J'ai eu un procureur de la République qui m'a défendu au lieu de m'accabler. Et en disant notamment que le législateur devait trouver une solution pour ce problème d'herboristerie qui n'était pas très clair. Depuis, il y a au Sénat un sénateur qui s'appelle Joël Labbé qui a entamé un travail pour essayer de recréer le diplôme d'herboriste. Donc, il y avait une commission de 30 sénateurs qui venaient régulièrement. Hein. Donc, je faisais partie, comme certaines personnes de la filière de cette commission, en tant qu'auditeur. Et au moment de la décision d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche, les 29 propositions qui ont été faites par le sénateur Joël Labbé ont été acquises à 100%, c'est-à-dire sauver la filière plante médicinale, ce qui est quand même important en France, parce que c'est notre histoire qui est derrière tout ça, c'est toute notre culture qu'il ne faut pas oublier. Et sauf une qui a été rejetée, qui était la création du diplôme d'herboriste en France. Donc, scandale de scandale, hein, mais ils sont les plus forts, donc on ne peut rien dire. Par contre, on est en train de faire un travail intéressant au niveau autour du sénateur, c'est-à-dire qu'il va être créé, en principe, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être 3, un certificat en herboristerie
pour les gens voulant avoir des connaissances et une reconnaissance de ces connaissances en herboristerie. Ce seront des diplômes universitaires de pharmaciens dans les facultés de pharmacie, mais qui ne seront pas réservés qu'aux pharmaciens. Ce sera réservé aux personnes qui souhaitent apprendre l'herboristerie. Voilà. Et il existe quand même en France quelques écoles indépendantes d'herboristerie qui vous apprennent de façon... qui vous apportent des connaissances importantes, aussi bien sur les connaissances empiriques que sur les dernières connaissances scientifiques. Ça, c'est important. Après, il appartient à chacun de faire la part des choses entre l'empirisme et le scientisme. Là, il y a des choses à prendre d'un côté, des choses à laisser de l'autre. Ça dépend de l'évolution de la mentalité de chacun. Bonjour, je voulais poser 3 petites questions rapides. La première, c'était est-ce que vous pourriez nous conseiller peut-être un livre où il y a, qui selon vous peut nous enseigner beaucoup en termes de plantes médicinales. La deuxième, c'était qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour que ce diplôme d'herboriste revienne. Et la dernière remarque, c'était que j'avais parlé d'herboristerie avec quelqu'un qui m'avait expliqué que c'était aussi une mentalité différente. C'était pas juste je suis malade, je me soigne. C'était tout au long de la vie. Je me guéris régulièrement. Et voilà, c'était pour savoir ce que vous en pensez. Mais dans votre dernière question, c'est la philosophie nécessaire pour avoir une belle vie. C'est-à-dire penser à prendre des tisanes de façon préventive. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Dans mon herboristerie, j'ai constaté que la clientèle était de plus en plus jeune. Et c'est fort agréable. Mais les tisanes, c'est toujours le même principe. Vous avez la tisane active qui n'est pas forcément agréable à boire. Vous avez la tisane plus ou moins aromatique, dont le principe actif est la plupart du temps une huile essentielle, qui est fort agréable à consommer, qui peut avoir une action aussi quand même pas négligeable. La plupart du temps, ces plantes dont le principe actif est dû à des huiles essentielles soignent les petits maux, c'est-à-dire les problèmes digestifs, les petits maux qui empoisonnent la vie quand même, il ne faut pas l'oublier, qui sont antispasmodiques, calmantes. Voilà. Là, c'est votre dernière question. La première question, il existe beaucoup de livres sur le marché. Moi, j'en ai écrit 12 ou 13, je ne sais plus combien. Je ne sais pas faire autre chose, donc elles parlent toutes de plantes. Il y a un titre qui est intéressant et qui est complet, mais je ne fais pas la publicité pour mon bouquin, mais je le trouve complet parce qu'il m'a demandé au moins 3 années pour le sortir, qui s'appelle La Bible des plantes. La Bible des plantes qui va être réédité. Je ne sais plus s'il est épuisé ou s'il en reste encore sur le marché. Pour des raisons évidentes que l'on connaît, parce qu'il ne va plus porter ce titre de la Bible, il va porter un autre titre où le mot Bible n'apparaîtra plus dans le titre. Et il ne sortira que dans le courant de l'année prochaine. Je ne me souviens plus de votre deuxième question. Alors, c'est très difficile parce que là, on est dans la politique. Déjà, c'est un sénateur qui va présenter ce projet de loi. Or, on sait que malheureusement, les lois présentées par les sénateurs passent dans les commissions. 2 ou 3% de ces lois sont acceptées par les commissions politiques ou l'Assemblée nationale. Il faut se battre et il faut le faire savoir autour de vous. Il faut consommer des tisanes. Il faut
Moi, je ne prêche pas que pour moi, mais c'est difficile de se battre contre des murs, hein, vous savez, hein, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, il faut faire savoir que vous voulez consommer des plantes. Et le fait que la jeunesse soit dans nos boutiques, alors qu'on s'attend souvent à voir des personnes âgées, hein, mais c'est loin de là, c'est extrêmement puissant pour la société. Ça permet, vous les jeunes, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit se passer. C'est pas que l'écologie, c'est la vie elle-même. Cette vie que vous devez vous assurer le plus confortable possible. Et en prenant soin de vous, c'est-à-dire en pensant, dire, bah, tiens, au lieu de boire une vodka ce soir, bien que de temps en temps il faut bien en boire aussi, c'est désinfectant, mais sans exagérer, vous vous dites, ben, je vais prendre une tisane, ce sera pas mal de faire, je sais pas, une tisane partie au lieu de faire voilà, c'est vous qui avez tout en main, hein. C'est vous la jeunesse. Je vois juste, je suis désolée de couper, il y avait 2 questions qui étaient formulées avant et du coup, vu que le temps défile, je me permets de privilégier les personnes qui n'ont pas intervenu, mais ça, vous pourrez réagir après. Et du coup, je vais inciter les gens à voilà, être le plus synthétique et d'avoir des réponses courtes pour qu'on puisse pas frustrer les dernières personnes qui ont quelques questions. Voilà. Et pour avoir le temps de voir un deuxième épisode, ce qui permettra de continuer la discussion ensuite. Oui, moi j'avais une question en fait, c'est pourquoi dépenser autant d'énergie pour un diplôme en fait qui va finir accroché au mur et ne pas investir en fait dans la connaissance qui seule reste en fait. Quel est le véritable enjeu d'avoir une reconnaissance de ce diplôme en fait? Juste, est-ce qu'on peut prendre les 2 questions comme ça, on voit si elles sont en lien ou si elles sont séparées. Bonjour, moi je veux bien poser une question. Florence Pinton, je suis professeure de sociologie ici à Groupe Paris-Tech. Je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là et je voulais savoir, comme vous avez parlé des tisanes, est-ce qu'il y a différentes qualités de tisanes? C'est-à-dire comment vous vous assurez de l'origine de votre tisane, qui sont vos fournisseurs, et est-ce que dans le marché des tisanes, il y a des qualités très différentes? Alors je vais répondre d'abord à la question de monsieur. Le fait d'avoir une reconnaissance sous forme de diplôme d'herboriste ou de certificat en herboristerie va vous permettre d'avoir le droit de vendre une certaine quantité de plantes. C'est tout simplement ça. Et quand vous aurez le droit de vendre cette quantité de plantes, la personne qui viendra vous voir dans votre boutique ou peut-être dans une pharmacie ou dans une boutique de diététique saura qu'elle a affaire à quelqu'un qui va répondre correctement à sa demande. Voilà. En ce qui concerne le marché des plantes, c'est un marché très vaste. Vous avez, il y a une réglementation qui existe et nous l'appliquons à 100%. Nous, c'est un peu notre fierté d'être aussi dans les règles. Une plante, il existe plusieurs plantes, enfin plusieurs types de marchés. Vous avez le marché des plantes biologiques. Ces plantes biologiques sont contrôlées par les systèmes EcoCert ou plusieurs organismes qui contrôlent les plantes. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une plante de qualité. Ensuite, vous avez les grossistes de plantes qui vont récolter, enfin qui vont recevoir des plantes venant du monde entier. Les plantes brassent des milliers de tonnes, si je puis dire, de plantes. Certaines sont utilisées pour l'agroalimentaire, d'autres pour l'alimentation, d'autres pour les médicaments. Et simplement, entre 3 à 4% sont réservés à l'herboristerie. Pour l'herboristerie, on réserve quand même les plantes ayant un bon aspect physique, ce qui est plus agréable pour nous quand on la propose aux clients. Ces plantes arrivent donc dans des grosses balles chez ces fournisseurs qui les analysent d'abord. Ils contrôlent la quantité en métaux lourds, ils contrôlent si la plante est véritablement la plante citée, donc morphologiquement, ils regardent.
Il contrôle pour certaines plantes, pas pour toutes malheureusement, on n'est pas encore arrivé là, la teneur en principe actif de cette plante, le principal principe actif. Et la teneur en insecticides, en pesticides, ce qui est une garantie pour nous. Chaque lot de plantes qui est réceptionné par l'herboriste ou le pharmacien, enfin le marchand entre guillemets de plantes, chaque lot de plantes est accompagné de son bulletin de contrôle, de son bulletin d'analyse, ce qui est une grande sécurité pour nous. Après, il nous appartient de mettre ces plantes en sachet, de mettre un étiquetage conforme, c'est-à-dire c'est le nom français, le nom latin, les contre-indications s'il y en a pour certaines, le numéro de lot pour qu'il y ait une traçabilité, la date de péremption, où il n'y a pas vraiment de réglementation, si ce n'est le professionnel herboriste va savoir qu'il va consacrer, il va mettre 2 années de péremption pour une plante riche en huile essentielle, puisque l'huile essentielle s'évapore très vite. Il va mettre 4 ou 5 ans pour une écorce ou une racine. Donc, il fera très attention et un herboriste qui se respecte a un brassage de plantes suffisant pour qu'il n'y ait jamais de plantes anciennes dans sa boutique. Voilà, je pense que j'ai répondu. Simplement, donc, pour ne pas se mettre trop en retard, on va lancer la projection du second épisode. Je vais juste laisser Lola intervenir juste avant. Et on lancera la projection du deuxième épisode et on aura un nouvel instant de toute façon de discussion où vous pourrez poser les questions qui vous restent à poser. Oui, non, c'est un peu frustrant d'arrêter si vite la discussion qu'on aurait pu, je pense, largement se prolonger. Je voulais juste compléter en réponse à une question de JB sur le fait que le soin par les plantes, c'est plus large finalement que prendre une tisane ou une huile essentielle. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas le temps de creuser aujourd'hui, mais qui est le sujet de notre épisode 2. Donc, je fais la pub. Non, mais je vous invite à le regarder, qui est sur la naturopathie. Et en effet, on s'est aperçu de ça. Nous, on avait cette vision, oui, on se soigne par les plantes, c'est fou tous les pouvoirs que ça a et qu'on ignore. Mais en fait, on a réalisé que la médecine naturelle, c'est la conception de l'être humain dans son ensemble, et les naturopathes l'expliquent bien que moi, ou les thérapeutes que j'ai pu rencontrer au Cap-Vert, mais donc avec cette vision du psychique et du physique qui est entièrement liée, et du coup les plantes, voilà, dans cette vision-là, le but c'est de ne pas tomber malade, de ne même pas avoir besoin de prendre de traitement, et les plantes peuvent participer à la prévention, mais comme l'alimentation est prioritaire, et l'exercice, le mode de vie, et voilà, donc tout ça c'est important, je trouve, à souligner. Et puis aussi, je vous invite, donc je suis sûre que les livres de Michel Pierre sont excellents, je ne les ai pas encore lus, mais si vous voulez d'autres ressources comme ça un peu pratiques pour vous approprier tous ces savoirs, nous on a commencé, c'est loin d'être exhaustif, mais à recenser quelques outils qu'on apprécie sur le site de Pavacé, qui est donc écrit ici. Il y a un onglet ressources a priori où on a mis différents formats. Il y a quelques livres, mais il y a aussi des vidéos YouTube pour ceux qui préfèrent ça, donc différentes façons de se réapproprier ces savoirs. Et à ce sujet, on fera passer une feuille pour ceux et celles qui étaient accompagnants, qui n'ont pas donné leur adresse mail quand ils se sont inscrits. Comme ça, vous pourrez aussi retrouver toutes ces ressources. Voilà, c'était juste les ajouts que je voulais faire. Et puis on va pouvoir lancer le deuxième épisode. Donc on va pouvoir passer à une deuxième séquence de questions et d'échanges. Donc en lien avec cet épisode notamment, ou si vous avez d'autres questionnements, voilà, n'hésitez surtout pas. J'ai oublié quelque chose. Oui, d'abord on peut faire passer la feuille du coup que j'ai dit, donc une feuille pour donner vos adresses, vos contacts, si vous voulez être à la fois recevoir les ressources pour se rappeler de savoir, et puis voir quand les autres épisodes sortiront. Et ouais, non, juste pour remettre en contexte, en fait, nous, c'était pas prévu du tout de faire un épisode à la base sur le soin par les plantes dans l'agriculture et l'élevage. C'est donc un peu les rencontres que j'ai faites qui nous ont amenés à s'ouvrir à ces questions-là, parce que j'étais absolument en fait, surprise de tous ces parallèles avec l'humain. Et on avait parlé avec la question de aussi la conception un peu naturopathique, en tout cas la conception d'un être vivant dans son ensemble. Et je trouvais que ces parallèles avec l'agroécologie étaient assez emblématiques. Et du coup, voilà,
notamment dans notre parcours d'ingénieur agronome, je regrettais qu'on n'ait pas plus entendu parler de ça, en tout cas pour ma part, sans avoir fait de spécialité là-dedans, mais je voulais savoir votre avis. Ah oui, et avant de passer aux questions, c'était ça que je voulais vous poser. C'était, je sais pas, je suppose que la majorité des étudiants ici, enfin, je sais pas d'où vous venez, parce que je connais pas tous les étudiants agro, mais qui a déjà eu des expériences dans le soin par les plantes, on va dire pour l'usage vétérinaire ou l'agriculture. Donc vous pouvez lever la main comme ça si c'est quelque chose que vous connaissez ouais, si vous avez déjà eu des expériences là-dessus. Levez vraiment la main pour que je vous voie. En fait, il y en a pas mal. Donc vous pouvez être là si vous connaissez un peu et là quand vous avez eu des vraies expériences. Ok, bah, du coup, n'hésitez pas aussi à témoigner. Enfin voilà, il n'y a pas forcément que des questions. L'idée, c'est qu'on puisse aussi partager ce qu'on sait. Et je laisse le micro aux questions. Alors moi, c'est une question qui va relater sur les 2 épisodes en fait. Et pour revenir un peu à ce qui a été soulevé au préalable, donc on a dit que le diplôme d'herboristerie n'existe plus en France, mais en parallèle, ils ont mis en place récemment, il me semble, des diplômes de phytothérapie réservés aux médecins, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, sages-femmes, infirmières et vétérinaires, mais seulement pour pour cette classe de population. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de formation? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir qu'il est en train d'être mis en place un certificat en herboristerie qui sera réservé à toutes les personnes ayant, je crois, c'est bac plus 3 ou quelque chose comme ça, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires, préparateurs en pharmacie. Mais ce certificat est un certificat un peu limité puisqu'il vous autorisera à vendre environ 250 plantes qui ne seront pas forcément des plantes médicinales. Et c'est ce qui me fait pleurer parce que j'ai failli quitter plusieurs fois cette commission parce qu'on nous proposait de libéraliser environ 250 plantes qui ont une action quand même, puisque même la menthe ou le tilleul ou la verveine aura une action médicinale. Mais les plantes qui ont une excellente action, c'est-à-dire qui contiennent un alcaloïde ou qui contiennent un principe actif plus puissant, seront réservées à la pharmacie. Après, il appartient aux pharmaciens d'avoir des connaissances sur ces plantes qui seront les seules à avoir le droit de vendre. Quelle est l'instance justement qui décide quelles plantes peuvent être commercialisées par les herboristes et quelles sont celles qui ne sont pas touchées et réservées à la pharmacie? C'est l'agence du médicament qui décide. Il faut appeler un chat, il y a un moment, avec cette histoire de Covid, il faut plus se cacher derrière des mots. Oui, mais il y a des pharmaciens qui sont aussi des passionnés des plantes. Hein. Il y a pas que... Vous savez, le métier de pharmacien, mine de rien, même si c'est un métier de chef d'entreprise, c'est un métier difficile quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partage de témoignages? Ah ok, j'avais pas vu. Parfait. Je voulais vous demander, c'est surtout là du coup pour l'équipe Pamacé, dans les reportages, les deux, c'est très, je trouve ça très, j'ai l'impression que c'est un petit peu très noir et blanc en mettant d'un côté les plantes comme remède miracle et la pharmacie et la cosmétique comme les grands méchants. Est-ce que vous comptez ou est-ce que vous avez ce même ressenti ou est-ce que vous comptez interroger des pharmaciens, peut-être des gens qui travaillent en cosmétologie sur leur pratique et leur travail avec les plantes? Alors, bah du coup, un pharmacien, vous en avez un, j'en ai un à côté qui travaille avec des plantes. Mais non, c'est une question que je comprends et notre choix
depuis le début, c'était en fait nous, on avait envie d'en savoir plus sur ces savoirs, sur les personnes qui les utilisaient, et donc et de donner la parole à des personnes qu'on entend peu, parce que du coup ces savoirs-là, nous, on y avait peu accès, et on avait eu envie de leur donner cette possibilité de s'exprimer, parce qu'on baigne finalement plutôt dans un monde médical où, moi je vais voir mon médecin et je lui demande quels sont les traitements, qu'est-ce que je peux prendre contre les plantes, il est incapable de me répondre, et je pense que la majorité des médecins c'est le cas, parce qu'ils n'ont pas la formation non plus pour. Et du coup c'est un choix que je comprends très bien la remarque, et on n'a pas pu, dans le temps imparti, faire. L'idée n'était pas de mettre en débat, mais évidemment, ça donne qu'un point de vue. Et si vous voulez questionner vos pharmaciens, vos médecins, vos agriculteurs qui utilisent ou non des plantes, bienvenue. Oui, j'ai une question. En fait, non, mais c'est pas vraiment une question, mais je voulais rebondir sur ce que tu dis. C'est que de mon expérience, j'ai fait une formation en phytothérapie dans une école, et il y a énormément de pharmaciens qui viennent se former à l'étude des plantes médicinales, pour la simple et bonne raison qu'ils ont énormément de lacunes sur la botanique, la plante, les composés, sur la plante elle-même, et du coup ça dénote quand même justement qu'il y a tout un travail de complémentarité que le diplôme de pharmacien finalement n'est peut-être pas assez suffisant. Peut-être que justement, il y a vraiment, je dirais, une bonne 50% de la classe qui travaille dans les pharmacies, qui est dans le domaine médical, et qui ont un vrai besoin de compléter leur savoir-faire dans une école de phytothérapie. Donc je trouvais que c'était assez étonnant. Alors le principal à savoir, c'est que déjà la plante médicinale, actuellement, il y a 130 plantes aromatique et médicinale qui est libéralisée, c'est-à-dire qui va être vendue dans votre supermarché du coin, dans votre boutique de diététique ou dans des herboristeries. Et le pharmacien, lui, a à sa disposition environ 350-400 plantes médicinales, mais qu'il n'exploite pas correctement en tant que plante pour tisane, parce que l'herboristerie, c'est un travail à part entière. Et le centimètre linéaire dans une pharmacie coûte très très cher. C'est un chef d'entreprise qui est obligé de faire marcher sa mine dans son entreprise. Donc certains pharmaciens s'intéressent courageusement à la plante médicinale, mais c'est très difficile pour eux de trouver une solution. D'abord parce qu'il leur faut avoir des plantes fraîches toute l'année. Quand on parle de plantes fraîches, c'est ces plantes de l'année. Pour vous aider à comprendre, moi j'ai une boutique qui fait 55 mètres carrés. J'ai un système de vente par Internet. Je ne me plains pas, tout va bien. Mais j'ai quand même un local de stockage qui fait 1000 mètres carrés. Donc, imaginez une pharmacie qui a besoin de stocker des plantes, pour sa pharmacie. Ça va être très difficile pour eux. Donc, le pharmacien qui vend des plantes, je trouve, a beaucoup de courage. Parce que il s'engage, il faut qu'il ait aussi beaucoup de passion. Et il a derrière lui une entreprise à faire marcher. Il doit, quand on sait qu'il y a 2 ou 3 pharmacies qui font faillite par semaine, on comprend bien qu'il faut faire attention, quoi. C'est pour ça, et ce qui est d'autant plus regrettable dans notre société, c'est que les pharmaciens ont le droit de vendre des plantes médicinales qui font partie du monopole de la pharmacie, c'est-à-dire environ 400 plantes, on va dire 350-400. Mais ils n'ont pas le droit d'ouvrir une herboristerie pour vendre ces plantes.
C'est ça la stupidité que nous avons dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu mon procès, j'avais engagé des pharmaciens et je pensais bien que ma position aurait fait jurisprudence puisque j'avais des diplômés pharmaciens dans mon herboristerie. Et c'est là qu'on est dans un système que l'on ne comprend pas. Bonsoir et merci pour la projection. Et du coup, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des plantes que seulement les pharmaciens peuvent vendre. Et du coup, vu que les pharmaciens ne se consacrent pas trop à cette activité, il y a des plantes qui sont impossibles ou très difficiles d'y avoir accès? Ou j'ai pas du tout compris? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. En fait, je me demande, est-ce qu'il y a des plantes que seuls les pharmaciens ont le droit de commercialiser ou pas? Oui, c'est ce que je venais de vous expliquer. Vous avez des plantes qui font partie du monopole de la pharmacie, qui ne peuvent être vendues que dans des pharmacies. D'accord. Et vous avez d'autres plantes, une liste de plantes bien définie, qui est vendue un petit peu partout, que ce soit dans le supermarché du coin, dans la boutique de diététique. Alors, il faut compte que ces plantes qui sont réservées au monopole de la pharmacie sont des plantes qui peuvent avoir une interaction médicamenteuse. Ça, l'interaction médicamenteuse, on l'a découverte depuis une quarantaine d'années, c'est tout. Ce sont des plantes qui sont riches en alcaloïdes ou en autres principes actifs un petit peu trop puissants, donc qu'on ne peut pas ou qu'il n'est pas conseillé d'utiliser sous forme de tisane, que l'on conseille dans ces cas-là, ou après avoir isolé le principe actif, que l'on conseille sous forme de gélules, de comprimés ou autres. C'est le cas de certaines plantes comme la digitale que vous trouvez un petit peu partout dans les régions en Bretagne, que vous trouvez en Auvergne, etc. Et si vous faites une tisane de digitale, vous ne savez pas où vous allez, si ce n'est vous en consommez qu'une fois. Mais justement, c'est là que le est isolé par le laboratoire pharmaceutique et dosé savamment pour être utilisé comme médicament. L'écorce d'if, par exemple, qui a permis de fabriquer le Taxol, l'écorce d'if a été aussi un produit extrêmement toxique si on abuse sur son dosage. L'écorce d'if a été isolée par l'industrie pharmaceutique pour en faire un médicament contre le cancer. Et c'est là que moi je suis aux anges quand je vois certains laboratoires qui font des recherches ou qui vont travailler sur les végétaux en général, quels qu'ils soient, parce que nous allons découvrir de nouvelles molécules. Et c'est ça notre histoire. C'est prometteur. Là, on a parlé tout à l'heure, je crois, de l'armoise annuelle, qui est une plante utilisée en Afrique ou en Inde. Il y a deux variétés, une variété africaine et une variété indienne. Toutes les deux ont la même action. Ce sont des plantes que l'on utilise sous forme de tisane pour lutter contre le paludisme. Le paludisme, c'est un désastre pour la société mondiale. Alors, on s'est aperçu dans ces essais qui ont été faits sur l'usage de cette armoise annuelle, que la tisane, la présentation de tisane avait beaucoup plus d'action que le principe actif isolé. Donc ça mérite réflexion, ça mérite de comprendre. C'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas un seul principe actif qui donne un résultat, c'est une synergie d'action de toutes sortes de principes actifs, connus ou inconnus. Voilà. Dans les pays africains, d'ailleurs, on a incité les villageois à faire leur culture d'armoise annuelle. Et tous les matins, pendant 8 jours, le chef de la communauté invitait tout le monde à venir boire sa tisane tous les matins pour lutter contre le paludisme et les infections en général. Voilà, mais ça mérite, c'est quelque chose, heureusement,
c'est quelque chose qui est en train d'être étudié par les scientifiques et ça mérite de comprendre surtout, d'essayer de comprendre pourquoi cette tisane est plus active qu'un principe actif isolé ou même qu'une plante réduite en poudre et absorbée, bien sûr, sous forme de gélules, ce qui est plus facile. Vu que vous introduisez le sujet de l'art, moi je peux pas empêcher d'ajouter, vu que c'est une plante du coup, comme je vous l'ai expliqué, qui est la première plante qui m'a fait m'intéresser au sujet des plantes médicinales. Et en effet, il y a des recherches qui sont du coup très concluantes sur ces vertus et qui illustrent l'effet cocktail qu'il y a dans les plantes. Mais il faut aussi souligner, je trouve, les difficultés qu'il y a à faire financer ces recherches-là. Il y en a quelques-unes, mais il y a une association qui s'appelle Maison de l'Artémisia qui se bat beaucoup en France pour faire financer de la recherche sur ça. Et que ce soit pour ses propriétés antipaludiques, plus récemment pour ses propriétés antivirales, avec des résultats précliniques. Enfin, c'est une des plantes, ses propriétés antivirales sont démontrées, mais il y a aussi des recherches qui sont menées sur son action contre le Covid. C'est pas la seule plante, il y en a d'autres. Mais tout ça pour dire qu'il y a très peu de moyens qui sont donnés sur tester ces effets. Et malgré des résultats précliniques qui sont extrêmement concluants, avec là, encore très récemment, en 2021, je me regardais les papiers qui ont été publiés. Je trouve ça absolument quand même fou de voir que, en gros, il y a des études cellulaires, donc c'est des études qu'on fait avant les essais cliniques, qui montrent que l'artémisia a une efficacité significative. Et des chercheurs de l'université américaine qui ont publié ce papier et qui appellent vraiment à des essais cliniques, et toujours rien depuis 2 ans qui a été publié. Ça illustre quand même des gros blocages, je trouve, regrettables, que je pense sont importants de mettre en lumière. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Je vois qu'il y a une réaction. Sinon, on va passer. Ouais, tu peux lire la question. C'est une question qui s'adresse un peu aux étudiants de cette école. Donc c'est Laurent dans le chat qui nous dit: la formation d'ingénieur agro est fermée à ce genre de connaissances. Comment les étudiants pourraient faire pour Ça vient. Oui. La formation d'ingénieur d'agro est fermée à ce genre de connaissances. Comment les étudiants pourraient agir pour demander un changement? C'est Laurent, c'est ça? C'est Laurent. Merci à Laurent d'avoir posé cette question, parce que justement, on voulait vous parler de quelque chose avec Lola et l'équipe Pamacé. En fait, on est plusieurs étudiants à AgroParisTech à avoir découvert comme ça, que ce soit la médecine par les plantes ou moi personnellement, c'est plus la construction en terre qui a été un peu ma découverte l'année dernière. Et en fait, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de proposer en 2e année, pendant les UC à choix, d'essayer de se battre un peu pour qu'il y ait des UC qui soient sur, que ce soit la médecine par les plantes, ou alors des UC sur, là je parlais de la construction en terre. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu, et pourtant il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits en terre en France, et ça a des propriétés assez impressionnantes, notamment du point de vue environnemental. Et il y a encore sûrement d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant dans ces UC. Et donc, en fait, c'est un petit appel qu'on voulait faire avec l'équipe Pamacé et Loris et moi et encore d'autres gens. C'est si vous voulez soit nous aider à développer des UC sur les 2 thèmes dont on a parlé, soit proposer un autre UC sur un thème qui vous parle et que vous aimeriez qu'on enseigne à l'agro, on pourrait peut-être faire un groupe pour essayer de mettre ça en place. Et donc, on va mettre une feuille sur la table, et si ça vous intéresse, vous pouvez mettre vos contacts et on essaiera de créer un groupe tous ensemble. Oui. Chez vous.
Ok. Ok. Non, non, mais ouais. Du coup, ouais, ça serait cool que tu. Mais je pense que enfin, je crois qu'on m'a déjà transmis son contact, mais je veux bien quand même que tu nous le donnes à la fin. Enfin, ouais, voilà, de la prof. Et voilà, l'idée, c'est quoi là? C'est en fait, c'est présent de façon très anecdotique ou minime dans notre formation, et ben, on aimerait que ça soit plus là. C'est tout ce qui tourne en fait ce qu'on appelle, ce que l'association appelle les sciences non faites, mais des besoins de connaissances qui seraient utiles à beaucoup de monde, à l'intérêt général, et qui sont voilà, pas financés dans la recherche et qui sont pas enseignés non plus dans nos formations, ingénieurs ou autres, tout type de formation. Et en fait, moi, je voulais aussi ajouter que c'est possible. En ce moment, je suis à Lyon, je bosse pas mal avec les étudiants de l'INSA à Lyon, qui est une école d'ingénieurs du coup post-bac. Et eux ont complètement transformé leur formation. Ils avaient une formation très classique, voilà, où ils étaient formés en matériaux, béton. Et maintenant, ils sont formés à la terre, à la paille, au bois, à tout type d'éco-construction. Et en fait, enfin, on a aussi énormément, je pense, à s'inspirer d'eux. Enfin, c'est juste, moi, quand je les ai rencontrés, j'ai assisté toute à une journée où ils partageaient qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché. En fait, ça donne beaucoup d'espoir et ça montre qu'avec de la volonté, de la détermination, on peut vraiment faire évoluer les cours. Donc voilà, ça peut aussi peut-être... Enfin, moi, ça m'a beaucoup motivé et j'espère que ça pourrait vous motiver. Et là, pour vous dire, je suis intervenue à un cours d'étudiants qui était en télécommunication. J'aurais fait une journée entière où je suis intervenue en tant que PAMACé, avec une demi-journée d'atelier sur projection et débat. Et voilà, j'aurais parlé de soins par les plantes des étudiants en télécommunication qui avaient tout un module sur gestion de projet, rapport homme-vivant. Donc, tout est possible. Donc, à l'agro, je pense qu'on peut vraiment faire des choses. Ouais. Ok, bah du coup, le papier, il est là. Si jamais ça vous intéresse de discuter avec nous, vous pouvez mettre votre mail ou votre nom. Et je vous laisse reprendre. Du coup, je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon on va passer à la dernière partie. Donc on va brièvement finir sur la présentation du coup de la nouvelle expédition, parce que du coup suite à la production de la première série documentaire, on est un groupe de 3 étudiants qui avons été extrêmement intéressés par les travaux de Lola et Anne. Donc il y a moi ici présent, j'aurais dû me présenter en dernier, c'est pas poli. Il y a Louison donc à ma gauche. Bonjour. Et Léa qui n'est pas présente ici ce soir. Et moi, donc le projet s'appelle le projet Undes. Undes, c'est un terme cyrillique qui signifie racine, donc qui fait autant référence aux racines qui peuvent être utilisées dans les remèdes traditionnels, mais également les racines de la médecine qu'on va essayer de retourner interroger. Donc l'objectif du projet, ce sera en 2022, si le Covid le veut, de se rendre en Mongolie pour essayer de mener le même genre de travail que Lola et Anne, avec aussi une dimension qui a été citée ce soir et que je trouve intéressante, qu'on souhaiterait développer, c'est peut-être une vision aussi moins binaire. On a pour projet d'aller interroger peut-être des vétérinaires, des pharmaciens, et ce serait un projet qui serait vachement axé sur l'ethno-vétérinaire, donc la santé au service de l'animal. Voilà. Louison, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Tu as dit beaucoup de choses, oui, c'est ça. C'est que ça va être un projet qui est beaucoup tourné animal cette fois parce que l'élevage, c'est quelque chose de très important en Mongolie. Mais on n'oublie pas quand même que là-bas, les plantes, elles servent aussi à soigner l'homme. Et il y a une dimension aussi que Eléa, qui n'est pas là ce soir, mais qui lui tient cœur, c'est aussi la place que portent les femmes justement dans la transmission de ces savoirs, de leur utilisation et quelle est vraiment leur place et leur savoir sur les plantes médicinales en Mongolie. Voilà.
Donc voilà, brièvement pour conclure, vous pouvez, si la projection vous a plu, que l'association vous intéresse, vous pouvez continuer à suivre nos aventures donc sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, une page Facebook, on a aussi un site internet que Lola vous a présenté juste avant. Et si vous souhaitez soutenir le projet, parce qu'il y a encore des épisodes en montage pour la série de Lola notamment, eh bien vous aurez une boîte à la fin de la salle et vous avez, je pense aux étudiants, un numéro Lydia si vous souhaitez faire des donations, et je vais laisser Lola conclure là-dessus. Oui, d'abord je voulais remercier notre invité qui nous a fait l'honneur de partager son expérience d'herboriste. Donc Michel Pierre, merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous et toutes d'être venus. Ça fait du bien, malgré les conditions, d'avoir pu se réunir en vrai. Et ceux et celles qui étaient à distance aussi, j'ai pas pu suivre tout le chat, mais je regarderai avec grand plaisir après la projection. C'est tous les échanges qui ont été très actifs aussi dans le chat, puisqu'on a quand même encore 35 personnes connectées. Donc je ne sais pas combien il y avait au total. Et pas encore remercier, j'aurais dû le faire plus tôt, mais quand même tous les donateurs, donatrices, parce que ce projet PAMACé a été largement soutenu et possible grâce à ces dons. Donc merci à tous et toutes et tous les soutiens qu'on a pu avoir par ailleurs. Il y a aussi notre deux partenaires On the Green Road et la Fondation AgroParisTech qui ont aussi beaucoup aidé. On the Green Road qui me prend en ce moment en service civique justement pour poursuivre ce projet. Et puis, je suis trop fière d'avoir une nouvelle équipe d'étudiants et étudiantes très motivés. J'ai hâte de voir ce que vous faites et avec un angle qui me touche beaucoup aussi avec cette question du féminisme. En tout cas, des savoirs détenus énormément par des femmes qu'on n'a pas vu creuser ce soir. Je voulais juste vous dire qu'on a encore, ça c'est 2 épisodes que vous avez vus, notre série elle en fait 6. On a 2 autres épisodes qui sont déjà prêts à être partagés. On les diffusera en ligne. L'idée, ça sera d'ici l'été prochain. En attendant, on veut d'abord les projeter, privilégier les projections comme ça, les moments d'échange, selon le nombre et les festivals. Et puis, ils seront mis en ligne. Mais pour y arriver, et puis, on a besoin quand même de financement. Donc, le prochain épisode, c'est sur 2 thérapeutes capverdiens, une capverdienne et un capverdien. C'est des personnes qui détiennent des savoirs absolument immenses, qui ont appris entièrement par eux-mêmes, qui m'ont vraiment impressionné par leur capacité, leur sensibilité, leur capacité de connaître le vivant sans avoir été formés, sans être jamais à l'école. Et ils ont cette espèce de don, ils appellent ça comme ça. Donc, je trouve ça intéressant, vu qu'on n'a plus trop ça en France, de le partager. Et du coup, si jamais vous voulez soutenir, comme on l'a dit, si chacun met 5 €, on peut financer le prochain épisode. Donc, ça serait chouette. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? N'hésitez pas aussi à aller voir les ressources, comme je l'ai dit, sur le site. Et si vous voulez rejoindre PAMACé, lancer un projet de césure une prochaine année ou mettre en place des actions sur le campus, on a parlé des cours, parce que moi, c'est avec un sujet qui nous touche, mais il y avait plein d'autres façons de revaloriser les savoirs ou de promouvoir l'usage des plantes sur le campus. Ça pourrait être plein de choses à imaginer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez lancer n'importe quel type d'action. Merci encore. Et puis merci à mes monteuses et mixeuses qui sont là. Je suis trop contente.